Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement. Ce soir, nous allons voyager bien au-delà de notre planète, au-delà de notre galaxie, vers les structures les plus vastes que l'on puisse imaginer. Et si je vous disais que l'univers n'est pas chaotique, qu'à ses échelles les plus gigantesques se cache un ordre presque intelligent, une structure que les scientifiques, à voix basse, murmurent et appellent l'architecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'une découverte dite interdite. Une trouvaille qui remet en question les principes fondamentaux de la cosmologie. Nous allons voyager pour observer ces mégastructures cosmiques qui, selon nos théories actuelles, ne devraient tout simplement pas exister. Préparez-vous, car cette lecture pour s'endormir risque bien de vous tenir éveillé, en révélant le secret que cachent les profondeurs obscures du cosmos. Pour saisir toute la magnificence et la nature choquante de cette découverte, faisons un bref retour en arrière. Il y a à peine un siècle, nous pensions encore que notre galaxie, la Voie lactée, était l'univers tout entier. Une île stellaire unique dans un océan de vide infini. C'est seulement grâce aux travaux d'Edwin Hubble, dans les années 1920, que nous avons réalisé que les taches nébuleuses dans le ciel étaient d'autres galaxies lointaines, aussi gigantesques que la nôtre. L'univers venait d'exploser ses frontières. Mais même à cette époque, nous imaginions le cosmos comme une sorte de soupe cosmique, où les galaxies étaient de plus ou moins réparties uniformément dans l'espace. Un agglomérat aléatoire et chaotique de systèmes stellaires. Nous pensions que si l'on prenait un cube d'espace suffisamment grand, le nombre de galaxies qu'il contenait serait approximativement le même, peu importe où ce cube était placé. Cette idée, connue sous le nom de principe cosmologique, était la pierre angulaire de toute notre vision du monde. Mais ensuite, avec l'avènement de télescopes plus puissants et de nouvelles méthodes de cartographie de l'univers, cette image simple et confortable a commencé à voler en éclats. Les astronomes ont commencé à discerner des motifs. Tout a commencé dans notre voisinage cosmique immédiat. Quand les astronomes ont entrepris de cartographier la position des galaxies les plus proches de nous, ils ont rapidement remarqué qu'elles n'étaient en départ réparties de manière chaotique. Notre propre galaxie, la Voie lactée, ainsi que la galaxie d'Andromède et une cinquantaine d'autres petites galaxies satellites, forment ce que les scientifiques ont nommé le groupe local. Il ne s'agit pas d'un simple amas aléatoire, mais bien d'un système lié par la gravité. Tous les participants y orbitent autour d'un centre de masse commun, situé quelque part entre la Voie lactée et Andromède. Ce fut la première preuve tangible de la structure de l'univers. Pour vous donner une image, imaginez un petit hameau. Plusieurs maisons se tiennent proches, formant une unité cohérente. C'est exactement cela, notre groupe local. Ses dimensions sont déjà stupéfiantes. Elle s'étend sur près de 10 millions d'années-lumière en diamètre. Il faut donc 10 millions d'années à la lumière pour traverser notre simple voisinage. Mais ce n'était que le commencement. Les astronomes ont rapidement compris que pour obtenir une image complète, ils devaient regarder beaucoup plus loin. Ils ont alors commencé à cartographier non plus seulement les galaxies individuelles, mais des groupes entiers semblables aux nôtres. Et ce qu'ils ont découvert les a forcés à remettre en question absolument tout ce qu'ils pensaient savoir sur le cosmos. En passant à l'échelle supérieure, les scientifiques ont découvert que notre groupe local n'était en fait qu'une modeste banlieue au sein d'une mégalopole gigantesque. Cette mégalopole a été baptisée le superamas de la Vierge. Il contient plus d'une centaine de groupes et d'amas de galaxies, y compris notre groupe local. Son centre se situe à environ 65 millions d'années-lumière de nous, en direction de la constellation de la Vierge. Au cœur de ce superamas se trouve le massif Amas de la Vierge, regroupant plus d'1 millier de galaxies compressées dans un volume relativement restreint. C'est le véritable centre d'attraction gravitationnelle pour toute notre région.
Toutes les galaxies, y compris la nôtre, se dirigent lentement, mais sûrement vers lui, un peu comme des véhicules convergeant vers le centre d'une grande métropole. Le superamas de la Vierge affiche un diamètre d'environ 110 millions d'années-lumière. À cette échelle, l'univers ne ressemblait plus du tout à une sorte de soupe homogène. Il s'apparentait davantage à une carte de pays avec des amas servant de villes, des groupes comme des villages, et des galaxies isolées comme des maisons individuelles. Mais même cette image n'était pas complète. Une question persistait. Que se trouve-t-il entre ces villes? S'agit-il d'îles isolées, ou bien quelque chose les relie-t-il? La réponse à cette question nous est venue grâce aux avancées technologiques qui ont permis de mesurer la distance d'un nombre colossal de galaxies. Cette méthode est connue sous le nom de mesure du décalage vers le rouge. L'univers est en expansion, et plus une galaxie est éloignée de nous, plus elle s'en va rapidement. La lumière qu'elle émet est étirée, se déplaçant ainsi vers l'extrémité rouge du spectre. En mesurant ce décalage, on peut calculer la distance exacte. En menant ces vastes relevés célestes, les astronomes, agissant tels des cartographes cosmiques, ont commencé à élaborer les premières cartes tridimensionnelles de l'univers. Et c'est alors qu'une image véritablement saisissante est apparue. Il s'est avéré que les superamas de galaxies ne sont pas des îlots isolés. Ils sont en fait les nœuds les plus brillants et les plus denses d'un réseau gigantesque et omniprésent. Les scientifiques ont baptisé ce réseau la toile cosmique. Cette toile est constituée de longues et fines structures qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Ces structures ont été nommées filaments galactiques. Elles ressemblent à des fibres lumineuses reliant d'immenses amas, un peu comme des autoroutes intergalactiques. Quant aux galaxies elles-mêmes, comme nous l'avons déjà mentionné, elles sont telles des perles enfilées sur ces filaments invisibles. Notre propre groupe local se situe dans l'un de ces filaments. Nous vivons à la périphérie de cette métropole cosmique, sur l'une de ses principales artères de transport. La première véritable secousse, la première structure à ébranler les certitudes des scientifiques et à remettre en question leurs modèles, fut le grand mur de CFA2. Cette découverte remonte à 1989. Elle était l'œuvre de Margaret Geller et John Huchra, qui menaient alors une étude des décalages vers le rouge au centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian. Alors qu'ils cartographiaient des milliers de galaxies, une structure d'une taille colossale est apparue devant eux. Il s'agissait d'une formation plate et étirée, composée de galaxies, de superamas et de filaments, s'étendant sur 500 millions d'années-lumière en longueur, 300 millions d'années-lumière en largeur, mais n'affichant qu'une faible épaisseur de 15 millions d'années-lumière. Imaginez un mur gigantesque, littéralement bâti à partir de galaxies. Ces dimensions étaient si vertigineuses qu'elles semblaient défier toute logique. D'après les modèles cosmologiques de l'époque, l'univers n'avait tout simplement pas disposé du temps nécessaire, 13,8 milliards d'années, pour que la gravité façonne une structure, à la fois si ordonnée et d'une telle ampleur. C'était l'équivalent de trouver une autoroute parfaitement droite et interminable au milieu d'une forêt vierge et sauvage. La première réaction de la communauté scientifique fut l'incrédulité. N'était-ce pas une simple erreur d'observation? Une illusion d'optique, peut-être? Pourtant, les études qui suivirent confirmèrent l'évidence. Ce mur était bien réel, et ce n'était que le commencement. Une question se pose immédiatement. Comment les scientifiques arrivent-ils à créer de telles cartes? Après tout, nous ne pouvons pas parcourir l'univers à bord d'un vaisseau spatial. C'est un processus incroyablement méticuleux qui demande des décennies de travail acharné. L'outil principal, comme nous l'avons mentionné, est le décalage vers le rouge. Le télescope est pointé vers une zone précise du ciel et effectue une analyse spectrale de la lumière de milliers de galaxies simultanément. Pour chaque galaxie, ce décalage vers le rouge est mesuré, ce qui nous donne sa distance,
C'est la troisième coordonnée, la profondeur. Ensuite, le télescope est déplacé vers la zone suivante, et le processus se répète. C'est ainsi que, pas à pas, couche après couche, les astronomes construisent ces cartes tridimensionnelles. Des projets majeurs, tels que le Sloan Digital Sky Survey, ou SDSS en abrégé, ont cartographié des millions de galaxies, nous permettant de voir des milliards d'années-lumière dans le passé et dans les profondeurs de l'espace. C'est un peu comme de l'archéologie, sauf qu'au lieu de fouiller des couches de terre, nous explorons des couches de temps. Plus nous regardons loin, plus l'univers que nous observons est jeune. Et ces cartes ont révélé que le grand mur de CFA2 était loin d'être la plus grande structure de l'univers. Son record a d'ailleurs été rapidement dépassé. En 2003, les données issues de la célèbre étude Sloan Digital Sky Survey, SDSS, ont permis la découverte d'une nouvelle structure encore plus grandiose, le Grand Mur de Sloan. Cette structure s'est révélée presque 3 fois plus longue que sa devancière. Sa longueur a été estimée à 1,370 milliard d'années-lumière. Pour se rendre compte de l'échelle, faisons une analogie. Si notre galaxie, la Voie lactée, avait la taille d'une simple pièce de monnaie, le Grand Mur de Sloan s'étendrait sur la longueur d'un terrain de football. C'est un filament galactique colossal, l'une des fibres de la toile cosmique, clairement visible à l'œil nu sur les cartes de l'univers. À l'époque, c'était le plus grand objet connu de la science. Son existence a soulevé, une fois de plus, des questions épineuses pour les cosmologues. Comment une structure aussi gigantesque et ordonnée avait-elle pu se former pendant la durée de vie de l'univers? Le modèle cosmologique standard, qui décrit l'évolution de l'univers depuis le Big Bang, commençait à montrer ses limites face à de tels méga-objets. Il était évident qu'il manquait quelque chose à notre compréhension. Un élément crucial du puzzle échappait encore aux scientifiques. Cependant, la toile cosmique n'est pas uniquement composée de filaments et de murs. Une partie tout aussi essentielle et mystérieuse est constituée par les vides, qu'on appelle aussi les voides. Ce sont des régions de l'espace gigantesques et quasiment désertes, nichées entre ces filaments. Si l'on considère les amas de galaxies comme des villes et les filaments comme les routes qui les relient, alors les voides représentent les vastes étendues de campagnes inhabitées. Leurs dimensions sont tout aussi sidérantes que celles des murs. Le diamètre d'un voide typique s'étale de 100 à 300 millions d'années-lumière. À l'intérieur, les galaxies brillantes sont pratiquement absentes. Ils ressemblent à de gigantesques bulles de savon, à la surface desquelles se concentre toute la matière visible sous forme de ces filaments galactiques. De fait, ce sont ces régions de vide qui occupent la majeure partie du volume de l'univers. Les galaxies et leurs amas ne sont qu'un mince film recouvrant la paroi de ces bulles. L'étude des voides est tout aussi fondamentale que celle des murs. Leur forme, leur taille et leur répartition détiennent des informations cruciales sur les premiers instants de la vie de l'univers ainsi que sur la nature des forces mystérieuses qui ont façonné cette structure, la matière noire et l'énergie noire. En fin de compte, le vide s'avère être une source d'informations non moins riche que la matière elle-même. Mais qui est donc ce sculpteur invisible qui a modelé cette architecture cosmique grandiose? Selon la principale théorie scientifique, la réponse réside dans la matière noire. C'est une substance mystérieuse qui n'émet, n'absorbe, ni ne réfléchit la lumière. Nous ne pouvons pas l'observer directement. Son existence n'est connue que par son influence gravitationnelle sur la matière visible, les étoiles et les galaxies. La matière noire représente environ 27% de toute la masse énergie de l'univers, alors que la matière ordinaire, celle dont nous sommes faits, ainsi que les planètes et les étoiles, ne compte que pour 5%. Or, la théorie veut que ce soit précisément la matière noire qui forme l'échafaudage, ou la carcasse invisible de la toile cosmique. Juste après le Big Bang,
la répartition de la matière noire présentait de minuscules fluctuations de densité. Aux endroits où la densité était légèrement supérieure, la gravité a commencé à agir plus activement, attirant de plus en plus de matière noire. Avec le temps, ces régions se sont contractées pour former des filaments et des nœuds. Quant à la matière ordinaire, la matière baryonique, elle a simplement suivi le mouvement, comme de la limaille de fer attirée par un aimant, se concentrant dans ses puits de gravité pour former les galaxies et leurs amas. La confirmation de cette théorie est venue du monde de la modélisation informatique. Les scientifiques ont conçu des simulations extrêmement complexes. Celles-ci démarrent peu après le Big Bang et calculent l'évolution de l'univers sur des milliards d'années. Elles intègrent les lois de la physique que nous connaissons, ainsi que les propriétés supposées de la matière noire et de l'énergie noire. L'une des plus célèbres est la simulation Millennium. Elle a suivi le destin de plus de 10 milliards de particules à l'intérieur d'un cube spatial de 2 milliards d'années-lumière. Et les résultats furent stupéfiants. Le modèle informatique, basé uniquement sur la gravité et les propriétés de la matière noire, a reproduit de lui-même, sans aucun ajustement supplémentaire, une structure incroyablement similaire à la toile cosmique que nous observons. Sur les écrans d'ordinateur sont apparus les mêmes filaments, les mêmes murs et les mêmes vides que ceux que les astronomes observent au télescope. C'est devenu l'argument le plus solide en faveur de l'idée selon laquelle c'est bien ce squelette invisible de matière noire qui forme la base de toute la structure à grande échelle de l'univers. Il semblait que le mystère était presque résolu, mais seulement presque. Mais d'où proviennent ces fluctuations de densité originelles qui ont servi de germe aux futures galaxies et à leurs amas? Selon les scientifiques, la réponse se trouve dans la toute première jeunesse de l'univers. Durant les 380 000 premières années suivant le Big Bang, l'univers était rempli d'un plasma chaud et dense composé de protons, d'électrons et de photons. Ce plasma était si dense que la lumière ne pouvait pas s'y propager librement. Dans ce plasma, tel un gigantesque chaudron, bouillonnaient des ondes sonores, très similaires à celles qui se propagent dans l'air. Ces ondes, provoquées par l'interaction entre la gravité et la pression de radiation, sont appelées oscillations acoustiques baryoniques. Elles créent des régions de densité légèrement plus élevées ou légèrement plus faibles. Lorsque l'univers a suffisamment refroidi pour permettre aux protons et aux électrons de s'unir pour former des atomes d'hydrogène, il est devenu transparent à la lumière. Cette première lumière, qui nous est parvenue, est ce que nous observons aujourd'hui sous le nom de fond diffus cosmologique. Et sur la carte de ce rayonnement, nous discernons les empreintes de ces ondes sonores, la légère ondulation laissée par l'ébullition du plasma primordial. Ces ondes ont fixé une échelle spécifique, agissant en quelque sorte comme une règle laissée dans l'univers. Et c'est précisément à cette distance que nous avons aujourd'hui le plus de probabilité de trouver des galaxies les unes par rapport aux autres. Cet effet est donc le plan initial, à partir duquel toute l'architecture cosmique s'est ensuite construite. On pourrait croire que nous possédons une théorie à la fois élégante et magnifique. Les ondes sonores primordiales, dans l'univers jeune, auraient créé un plan, une sorte de schéma directeur. La matière noire, suivant ce plan, aurait bâti une ossature invisible. Quant à la matière visible, elle aurait rempli cette ossature, donnant naissance à la toile cosmique. Ce modèle décrivait parfaitement les structures allant jusqu'à la taille du grand mur de Sloan. Mais c'est alors, en 2013, qu'une découverte est venue fracasser cette idylle. Une équipe d'astronomes, en étudiant la répartition des sursauts gamma, ces explosions les plus puissantes de l'univers, censées se produire de manière totalement aléatoire, a fait une découverte inimaginable. Ils ont repéré un regroupement de sursauts gamma dans une région spécifique du ciel, révélant l'existence d'une structure d'une taille insensée. Ils ont nommé cette structure
le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Sa taille estimée, 10 milliards d'années-lumière, 10 milliards d'années-lumière. Cela représente près de 10% du diamètre total de l'univers observable. Cette découverte n'était pas qu'un simple record. C'était un véritable défi lancé à l'ensemble de la cosmologie moderne. Pour saisir l'ampleur du problème posé par le grand mur de Hercule Couronne boréale, il est essentiel de rappeler le principe cosmologique. Ce principe, rappelons-le, stipule qu'à des échelles suffisamment grandes, l'univers est homogène et isotrope. C'est-à-dire qu'il présente la même apparence dans toutes les directions et en tout point de l'espace. C'est une hypothèse fondamentale sur laquelle reposent toutes les équations de la relativité générale d'Einstein qui décrivent l'univers dans son ensemble. Bien sûr, à de petites échelles, celles des planètes, des étoiles ou des galaxies, l'univers n'est pas homogène. Mais on estimait traditionnellement que si l'on prenait un volume d'espace de plusieurs centaines de millions d'années-lumière de côté, la matière y serait déjà distribuée de manière suffisamment uniforme. Il existait même une limite théorique pour la taille des structures les plus massives, ce que l'on appelle l'échelle d'homogénéité. Celle-ci est estimée à environ 1,2 milliard d'années-lumière. Toute structure dépassant cette taille ne devrait tout simplement pas exister, car elle contredirait directement le principe cosmologique. Or, le grand mur de Hercule Couronne boréale s'est révélé être presque 10 fois plus grand que cette limite. C'était l'équivalent de trouver une vague de plusieurs kilomètres de haut sur une surface océanique parfaitement lisse. L'existence d'une structure aussi gigantesque que le grand mur de Hercule Couronne boréale contredit directement le modèle cosmologique standard. Selon ce modèle, l'univers n'aurait tout simplement pas eu le temps de former un tel objet. Il aurait fallu des dizaines, voire des centaines de milliards d'années à la gravité pour condenser la matière en un filament aussi colossal. Or, l'univers n'est âgé que de 13,8 milliards d'années. Cela implique deux possibilités. Soit cette découverte n'est qu'une erreur statistique, un amoncellement aléatoire de sursauts gamma que nous avons mal interprété comme étant une structure unique. De nombreux scientifiques soutiennent cette interprétation, soulignant que la méthode de détection par sursaut gamma n'est pas aussi fiable que la cartographie directe des galaxies. Soit notre modèle fondamental de l'univers est erroné, ou, du moins, incomplet. Et c'est précisément cette seconde possibilité qui fait de cette découverte une découverte interdite. Elle oblige les scientifiques à sortir du cadre des théories établies et à envisager les idées les plus audacieuses, voire hérétiques, sur la véritable structure de notre univers. C'est ce fait anormal même qui pourrait mener à une révolution scientifique. Si le modèle standard échoue à expliquer ces structures gigantesques, quelles sont donc les alternatives possibles? Une première piste suggère que la gravité elle-même, lorsqu'on atteint de très grandes échelles, pourrait ne pas se comporter exactement comme la théorie d'Einstein le prédit. C'est là qu'entrent en jeu les théories dites de la gravitation modifiée. Prenons l'exemple de la théorie MOND, pour dynamique newtonienne modifiée. Elle postule que, pour les très faibles accélérations que l'on rencontre aux confins des galaxies et dans l'espace intergalactique, la force gravitationnelle décroît avec la distance plus lentement que ce que nous pensions habituellement. Cela pourrait ainsi expliquer la rotation des galaxies sans faire appel à la matière noire et potentiellement accélérer la formation des structures à grande échelle. D'autres approches théoriques introduisent des champs ou des dimensions spatiales supplémentaires dont les effets ne se feraient sentir qu'aux échelles cosmologiques. Toutes ces hypothèses restent, pour l'heure, en marge de la science établie. Elles sont complexes et ne parviennent pas toujours à s'accorder avec l'ensemble de nos observations. Mais leur seule existence révèle qu'une crise majeure est en gestation dans le domaine de la cosmologie. L'existence de ces objets impossibles force ainsi les physiciens à explorer une nouvelle physique
qui transcende à la fois le modèle standard de la physique des particules et la relativité générale. Il est essentiel de comprendre que la science n'est pas un ensemble de dogmes figés. C'est un processus vivant, alimenté par des débats, des discussions et la confrontation des idées. La découverte du grand mur de Hercule-Couronne boréale a suscité un débat acharné au sein de la communauté scientifique, un débat qui ne faiblit pas encore aujourd'hui. D'un côté, nous avons les défenseurs du modèle standard. Ils soutiennent qu'il s'agit très probablement d'un artefact statistique et qu'il est nécessaire d'attendre des données plus précises issues des futures observations du ciel afin de soit confirmer, soit infirmer l'existence de cette structure. Ils mettent en avant les immenses succès du modèle standard pour expliquer une multitude d'autres phénomènes, allant du rayonnement fossile à l'abondance des éléments légers dans l'univers. De l'autre côté, nous trouvons les scientifiques qui estiment qu'il y a désormais trop d'anomalies accumulées pour pouvoir les ignorer. Pour eux, ces structures gigantesques sont une indication claire que nos théories actuelles sont incomplètes. Cette controverse n'est pas un signe de faiblesse de la science, mais au contraire son principal moteur. C'est précisément au croisement des théories et des faits inexpliqués que naissent de nouvelles représentations du monde, plus abouties. Et nous sommes, vous et moi, les témoins d'un de ces moments charnières dans l'histoire de la connaissance de l'univers. Arrêtons-nous un instant pour nous demander pourquoi les scientifiques, même lors de conversations informelles, emploient un terme en apparence si peu scientifique que celui d'architecture. Ce mot évoque immédiatement l'ordre, la conception, le design. Bien sûr, aucun scientifique sérieux n'affirme que ces structures ont été intentionnellement construites par une entité quelconque. Pourtant, ce terme traduit avec une précision frappante l'impression qui se dégage lorsque l'on observe la carte de la structure à grande échelle de l'univers. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas un empilement aléatoire, c'est un système. Elle possède ses propres éléments, des nœuds, des filaments, des murs, des vides. Elle a sa propre hiérarchie. Elle obéit à des règles et des lois bien définies. Elle ressemble davantage à un réseau neuronal dans le cerveau ou au système racinaire d'un arbre gigantesque qu'à ce que l'on s'attendrait à observer de la part des seules forces aveugles de la nature. Le mot « architecture » est la reconnaissance que l'univers, à ses plus grandes échelles, manifeste un degré stupéfiant de complexité et d'organisation. Et cette organisation nécessite une explication. Peut-être une explication bien plus profonde que celle que nous pouvons concevoir aujourd'hui. Ce débat sur l'architecture cosmique nous conduit inéluctablement vers l'un des mystères les plus profonds de la physique. Le problème du réglage fin de l'univers. La question fondamentale est la suivante. Les constantes physiques fondamentales, telles que la vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle ou encore la masse de l'électron, possèdent des valeurs précisément celles requises pour l'existence de structures complexes, d'étoiles, de planètes et, in fine, de la vie. Si ne serait-ce qu'une seule de ces constantes déviait légèrement de sa valeur actuelle, l'univers serait radicalement différent. Il pourrait être sans étoiles, chaotique et stérile. D'ailleurs, la formation même de cette toile cosmique si complexe et ordonnée dépend directement de ce réglage d'une extrême précision. La question qui se pose est donc, s'agit-il d'une chance incroyable que nous ayons hérité d'un tel univers? Ou y a-t-il un principe beaucoup plus profond à l'œuvre? Certains physiciens émettent l'hypothèse de l'existence d'un multivers, un ensemble infini d'univers régis par des lois physiques différentes, et nous habiterions simplement celui dans lequel les conditions se sont avérées propices. D'autres, en revanche, y voient un indice que notre compréhension des lois de la nature est encore très superficielle. Pour eux, il doit exister une théorie unifiée unique à partir de laquelle toutes ces constantes peuvent être dérivées de manière univoque. Face à une complexité et un ordre aussi stupéfiants que ceux de la toile cosmique,
des idées bien plus audacieuses, presque de l'ordre du fantastique, commencent à germer dans nos esprits. L'une d'elles est l'hypothèse de la simulation. Cette conception philosophique avance que notre réalité ne serait en fait qu'une simulation informatique créée artificiellement. Bien que popularisée par le film Matrix, cette idée est sérieusement débattue par certains philosophes et physiciens. Dans le cadre de cette hypothèse, la structure ordonnée de l'univers ne découlerait pas d'une évolution naturelle, mais serait la conséquence de règles fondamentales ou d'algorithmes implantés dans la simulation par ses créateurs. La toile cosmique pourrait n'être, par exemple, que la manière la plus efficace de distribuer les ressources de calcul au sein de ce programme gigantesque. Il s'agit bien sûr de pure spéculation, impossible à confirmer ou à infirmer à l'heure actuelle. Mais elle nous force à nous interroger sur la nature même du réel et sur ce qui pourrait se cacher derrière notre perception habituelle du monde. Et si les lois de la physique n'étaient, en fin de compte, que de simples lignes de code? Et bien sûr, lorsqu'on évoque l'architecture cosmique, on ne peut contourner la question la plus fascinante et la plus controversée. Et si, en réalité, c'était de l'architecture? Et si ces structures gigantesques étaient d'origine artificielle? Cette idée, bien entendu, dépasse largement le cadre de la science traditionnelle et relève davantage de l'ufologie et de la science-fiction. Il est pratiquement impossible d'imaginer une civilisation capable de manipuler la matière à l'échelle de milliards d'années-lumière. Cela exigerait des sources d'énergie et des technologies que nous sommes incapables, ne serait-ce que de concevoir. Néanmoins, en tant qu'expérience de pensée, cette hypothèse reste absolument captivante. Ces structures pourraient-elles avoir été créées par une forme d'intelligence ancienne, totalement insaisissable pour nous? S'agirait-il de gigantesques projets d'ingénierie destinés, par exemple, à transférer de l'énergie ou de l'information à travers l'univers? À l'heure actuelle, la science ne fournit absolument aucune preuve étayant de telles suppositions. Mais le simple fait que ces structures impossibles existent laisse une infime ouverture aux fantasmes les plus fous. Cela nous rappelle à quel point notre savoir est limité et que l'univers pourrait bien être un endroit bien plus étrange et stupéfiant que nous ne l'imaginons. Il existe aussi des théories plus exotiques, mais néanmoins rigoureusement scientifiques, qui tentent d'expliquer les anomalies de la structure de l'univers. L'une d'elles est la cosmologie cyclique conforme, CCC, proposée par le célèbre physicien Roger Penrose. Selon cette hypothèse, notre univers n'est qu'un cycle parmi une séquence infinie d'autres, appelée des éons. La fin d'un éon, lorsque l'univers se sera dilaté jusqu'à devenir extrêmement froid et dilué, marque le début du suivant, inauguré par un nouveau Big Bang. Et, comme l'affirme Penrose, des informations provenant de l'éon précédent pourraient s'infiltrer dans le nôtre. Il a suggéré que certaines anomalies que nous observons sur la carte du rayonnement fossile pourraient être les traces de collisions gigantesques de trous noirs, survenues durant le cycle universel précédent. Peut-être même que certaines des structures cosmiques géantes que nous observons ne sont pas des nouveautés de notre éon, mais plutôt des sortes de fantômes ou de cicatrices, héritées de l'univers précédent. Cette théorie est extrêmement complexe et sujette à controverse, mais elle illustre les prouesses intellectuelles déployées par les scientifiques pour tenter d'expliquer ce qui sort du cadre théorique standard. Une autre énigme, potentiellement liée à la structure à grande échelle de l'univers, est ce que l'on appelle le point froid. Sur la carte du fond diffus cosmologique, qui est pourtant globalement très homogène, on observe une région inexplicablement plus froide que son environnement. Statistiquement, la probabilité qu'une telle anomalie apparaisse par pur hasard est infime. Pendant longtemps, cela a constitué l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Mais de récentes études ont révélé qu'en direction de ce point froid se trouve une gigantesque zone de vide, le supervide d'Eridan.
C'est l'une des plus grandes structures de vide connues, s'étendant sur près d'1 milliard d'années-lumière. Selon l'une des théories principales, les photons du fond diffus, en traversant ce vide immense, perdraient une partie de leur énergie, ce qui rendrait cette région du ciel plus froide. Si cette hypothèse est exacte, cela constituerait une preuve directe de l'impact de la structure à grande échelle sur la toute première lumière de l'univers. Cependant, certains scientifiques vont plus loin et suggèrent que même un vide aussi gigantesque ne suffit pas à expliquer l'intégralité de l'effet du point froid. C'est là que naissent les hypothèses les plus audacieuses. Par exemple, certains avancent qu'il pourrait s'agir d'une contusion laissée par la collision de notre univers avec un autre univers parallèle. Mais ce n'est pas la seule bizarrerie associée au rayonnement fossile. Il existe une autre anomalie surnommée officieusement le Koksatuzich, axe du mal. En fait, l'analyse détaillée des fluctuations de température du rayonnement fossile a révélé l'existence d'un axe privilégié autour duquel ces fluctuations ne sont pas réparties de manière tout à fait aléatoire. Le plus étrange, c'est que cet axe semble coïncider avec le plan de l'écliptique, le plan dans lequel gravitent les planètes de notre système solaire. Or, cela contredit frontalement le principe de Copernic, qui stipule que notre place dans l'univers n'a rien de particulier. À l'échelle de l'univers, nous ne devrions voir aucune direction privilégiée liée à notre propre système local. Les scientifiques ont bien sûr tenté d'expliquer ce phénomène par des erreurs de traitement des données satellites ou par une contamination du signal émanant de notre propre galaxie. Mais jusqu'à présent, aucune explication n'a réussi à lever le voile sur cette anomalie de manière convaincante. C'est un autre petit signal, mais potentiellement inquiétant, qui laisse entendre que notre vision du cosmos pourrait être incomplète. Peut-être que la structure à grande échelle de l'univers recèle des caractéristiques encore plus profondes et étranges que nous ne pouvons l'imaginer. Mais alors, que nous réserve l'avenir ? Comment parviendrons-nous à déchiffrer le mystère de cette architecture cosmique ? La réponse, comme souvent en astronomie, réside dans l'utilisation de nouveaux outils toujours plus puissants. Le télescope spatial James Webb nous offre déjà la possibilité d'explorer les époques les plus reculées de l'univers, nous permettant d'observer la formation des toutes premières galaxies. Des missions spécialisées, telles le télescope spatial européen Euclide, ont été conçues spécifiquement pour dresser la carte tridimensionnelle la plus précise et détaillée de l'univers, en y répertoriant des milliards de galaxies. Ces données vont nous permettre de mesurer les paramètres de cette toile cosmique avec une précision inédite. Nous pourrons vérifier l'existence des structures les plus massives, comme le grand mur de Hercule-Couronne boréale, et potentiellement découvrir de nouveaux objets encore plus étonnants. Nous vivons véritablement un âge d'or de la cosmologie. Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'instruments aussi performants pour étudier l'univers. Il est fort probable que les réponses à la plupart des questions que nous nous posons aujourd'hui seront trouvées au cours des prochaines années, voire des prochaines décennies. Au-delà de cela, il existe une autre problématique, indirectement liée à notre compréhension de la structure à grande échelle. C'est ce qu'on appelle la tension de Hubble. En substance, il existe actuellement deux méthodes principales pour mesurer le taux d'expansion actuel de l'univers que l'on exprime via la constante de Hubble. Une de ces méthodes s'appuie sur l'observation du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire l'univers primordial. La seconde méthode se base sur l'observation d'objets situés dans l'univers proche, ou l'univers contemporain, comme les supernovas ou les céphéides. Le problème, c'est que ces deux approches donnent des résultats discordants. L'écart n'est pas énorme, mais il est statistiquement significatif et persiste malgré la précision croissante des données. Cette impasse en cosmologie suggère qu'il manque un élément essentiel à notre modèle standard, celui qui relie l'univers primordial à l'univers tardif.
Peut-être que les propriétés de l'énergie noire ont évolué au fil du temps, ou qu'il existe un nouveau type de particules que nous n'avons pas encore identifié. Quoi qu'il en soit, la résolution de cette énigme sera très probablement intimement liée à la façon dont nous comprenons la formation et l'évolution de l'architecture cosmique gigantesque que nous observons aujourd'hui. Et bien sûr, n'oublions pas le chef d'orchestre suprême de cet orchestre cosmique moderne, l'énergie noire. Si la matière noire est le sculpteur qui agrège la matière en filaments et en murs, l'énergie noire est, elle, la force qui cherche à tout déchiqueter. C'est elle qui force l'univers à entrer en expansion accélérée. Dans un avenir lointain, si l'énergie noire maintient cette poussée, elle rompra toutes les liaisons gravitationnelles. D'abord, ce sont les superamas qui se sépareront, puis les amas, et finalement les galaxies elles-mêmes. Pour finir, les systèmes stellaires, les planètes et même les atomes seront déchirés. C'est le scénario dit du grand déchirement. Ainsi, cette architecture majestueuse que nous observons aujourd'hui n'est aucun phénomène transitoire. Elle met le fruit d'une lutte cosmique, d'un côté, la gravité qui cherche à tout rassembler, et de l'autre, l'énergie noire qui s'efforce de tout disperser. Nous vivons une époque unique où cette structure est la plus clairement visible et la plus accessible à l'étude. Dans quelques dizaines de milliards d'années, il n'en restera plus rien. Seulement un univers froid, sombre et vide. Que signifie tout cela pour nous et quelle est notre place dans cette vaste tapisserie? Prendre conscience que nous faisons partie de ce tissu cosmique modifie profondément la façon dont nous nous percevons. Nous ne faisons pas que vivre sur une planète tournant autour d'une étoile, à la périphérie de centaines de milliards de galaxies. Nous vivons au sein d'une structure. Notre galaxie n'est pas un grain de sable perdu dans un désert infini. Elle fait partie d'un organisme gigantesque et interconnecté. Nous sommes situés dans un filament galactique qui lui-même est intégré au superamas de la Vierge, faisant enfin partie d'une structure encore plus vaste que nous nommons l'Aniakea. Cette prise de conscience procure un étrange sentiment d'appartenance. Nous ne sommes pas seuls au milieu du chaos. Nous sommes un élément d'un ordre dont l'envergure dépasse à peine les capacités de notre esprit. Cela nous rend à la fois infiniment petits et pourtant intégrés à quelque chose de véritablement grandiose. Notre véritable foyer n'est ni la Terre, ni le système solaire. Notre foyer, c'est cette architecture cosmique dans son intégralité. Il y a un autre point fascinant que de nombreux scientifiques et philosophes soulignent, la ressemblance stupéfiante entre la structure de l'univers à très grande échelle et les configurations que nous observons dans d'autres domaines de la nature. La toile cosmique, avec ses nœuds et ses filaments, évoque de manière frappante le réseau neuronal du cerveau humain. Pensez aussi au système racinaire d'un arbre, à l'expansion d'une colonie de moisissures, ou même à la structure d'Internet. Ce phénomène, où des motifs similaires émergent à des échelles totalement différentes, est appelé la fractalité. Bien sûr, il pourrait s'agir d'une simple coïncidence, le résultat de principes fondamentaux similaires, comme l'optimisation des connexions, qui aboutissent inéluctablement à des formes comparables. Mais cela pourrait également être l'indice d'une loi d'organisation de la matière plus profonde et universelle, une loi qui s'applique absolument partout, du microcosme au mégacosme. Peut-être que l'univers est, en réalité, une sorte de cerveau ou d'organisme gigantesque, et que nous n'en sommes qu'une infime partie tentant désespérément d'en comprendre l'intégralité. Toutes ces découvertes et ces énigmes nous ramènent à une réflexion fondamentale sur les limites de notre connaissance. Nous élaborons des modèles et des théories pour tenter de décrire le réel, mais il ne faut jamais oublier que la carte n'est pas le territoire. Nos théories ne sont que des approximations, des instruments qui fonctionnent parfaitement bien dans un cadre défini. Dès que nous abordons des échelles aussi extrêmes, comme celle des 10 milliards d'années-lumière,
Il n'y a rien de surprenant à ce que nos instruments montrent leurs limites. Pouvons-nous, de par notre nature, être dont la pensée s'est développée pour la survie sur une seule petite planète, saisir la véritable nature de l'univers dans son ensemble? Il est possible que certains aspects de la réalité restent à jamais au-delà de notre compréhension. Et il n'y a rien de dramatique à cela. Au contraire, c'est justement cette prise de conscience qui rend la démarche scientifique si passionnante. C'est un voyage infini où, derrière chaque horizon que nous explorons, nous attend un nouveau spectacle, encore plus mystérieux et magnifique. Alors, pourquoi qualifie-t-on cette découverte de maudite ou d'interdite? Bien sûr, il n'y a pas de conspiration mondiale où des scientifiques cacheraient la vérité à l'humanité. Le secret ici est d'une autre nature. Cette connaissance est interdite dans le sens où elle vient briser notre vision du monde si confortable et bien établie. Elle nous force à admettre que nos théories les plus fondamentales, celles sur lesquelles repose toute la physique moderne, pourraient être fausses ou incomplètes. C'est une connaissance qui dérange. Elle génère une crise, nous obligeant à revoir nos fondations, un processus toujours douloureux pour la communauté scientifique. Elle ouvre la porte aux idées les plus audacieuses, voire hérétiques, que l'on réservait autrefois aux seuls auteurs de science-fiction. L'interdit ici n'est pas un ordre extérieur, mais une barrière interne, la peur de l'inconnu qui surgit lorsque nous atteignons le bord extrême de la carte de nos connaissances pour contempler l'abîme de ce que nous ignorons encore. C'est un défi que l'univers lance à notre intelligence. En nous projetant dans l'avenir, on ne peut que se demander quelles autres surprises l'univers nous réserve encore. À mesure que nos télescopes gagneront en acuité et que nos cartes deviendront plus détaillées, nous découvrirons sans aucun doute de nouvelles structures, encore plus étranges et inexplicables. Peut-être trouverons-nous la confirmation de l'existence du grand mur de Hercule Couronne boréale. Ou peut-être mettrons-nous au jour quelque chose d'encore plus vaste. Il se pourrait même que nous observions une périodicité ou une régularité dans la toile cosmique, ce qui remettrait définitivement en cause l'idée de son origine purement aléatoire. Chaque nouvelle découverte en cosmologie n'apporte pas tant de réponses qu'elle ne soulève de nouvelles questions, encore plus profondes. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Qu'y a-t-il au-delà de l'univers observable? Sommes-nous seuls dans cet immense cosmos structuré? Le voyage ne fait que commencer, et les plus grandes découvertes, celles qui bouleverseront notre perception de la réalité, sont encore à venir. Ainsi, notre voyage à travers l'architecture cosmique touche à sa fin. Nous avons vu que l'univers n'est pas une soupe chaotique de galaxies, mais une structure grandiose et ordonnée, faite de filaments, de murs et de vastes vides. Nous avons découvert l'existence de géants comme le grand mur de Sloan, et même du mur impossible d'Hercule Couronne boréale, dont l'existence remet en question les fondements mêmes de la cosmologie moderne. Nous avons compris que cette structure repose sur un squelette invisible de matière noire et que son plan initial a été dessiné dès l'enfance de l'univers. Mais surtout, nous avons pris conscience que cette architecture n'est pas seulement un fait scientifique. C'est un mystère qui nous pousse à nous interroger profondément sur la nature de la réalité, sur notre place dans cet ensemble et sur les limites de notre connaissance. Le plus grand secret interdit du cosmos n'est pas une conspiration. C'est sa grandeur intrinsèque, sa complexité insondable et sa beauté qui suggèrent que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de compréhension du monde. Merci d'avoir passé cette soirée avec moi, à voyager à travers l'immensité de l'univers. J'espère que cette exploration facilitera pour vous un sommeil profond et paisible. Et maintenant, voici la question principale que je souhaite vous laisser en guise de réflexion. Selon vous, qu'est-ce qui se cache derrière cette architecture cosmique? De simples lois physiques aléatoires ou quelque chose de bien plus grand?
Partagez vos théories les plus audacieuses dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ce voyage vous a intéressé. Bonne nuit à tous.